Thérèse Raquin, partie 2, chapitre 8. Le soir, dans la boutique, Laurent était parfaitement heureux. D'ordinaire, il revenait du bureau avec Camille. Madame Raquin s'était prise pour lui d'une amitié maternelle. Elle le savait gêné, mangeant mal, couchant dans un grenier, et elle lui avait dit une fois pour toutes que son couvert serait toujours mis à leur table. Elle aimait ce garçon de cette tendresse bavarde que les vieilles femmes ont pour les gens qui viennent de leur pays, apportant avec eux des souvenirs du passé. Le jeune homme usait largement de l'hospitalité. Avant de rentrer, au sortir du bureau, il faisait avec Camille un bout de promenade sur les quais. Tous deux trouvaient leur compte à cette intimité. Ils s'ennuyaient moins. Ils flânaient en causant. Puis il se décidait à venir manger la soupe de Madame Raquin. Laurent ouvrait en maître la porte de la boutique. Il s'asseyait à califourchon sur les chaises, fumant et crachant comme s'il était chez lui. La présence de Thérèse ne l'embarrassait nullement. Il traitait la jeune femme avec une rondeur amicale. Il plaisantait, lui adressait des galanteries banales, sans qu'un pli de sa face bougeât. Camille riait, et, comme sa femme ne répondait à son ami que par des monosyllabes, il croyait fermement qu'ils se détestaient tous deux. Un jour même, il fit des reproches à Thérèse sur ce qu'il appelait sa froideur pour Laurent. Laurent avait deviné juste. Il était devenu l'amant de la femme, l'ami du mari, l'enfant gâté de la mère. Jamais il n'avait vécu dans un pareil assouvissement de ses appétits. Il s'endormait au fond des jouissances infinies que lui donnait la famille Raquin. D'ailleurs, sa position dans cette famille lui paraissait toute naturelle. Il tutoyait Camille sans colère, sans remords. Il ne surveillait même pas ses gestes ni ses paroles, tant il était certain de sa prudence, de son calme. L'égoïsme avec lequel il goûtait ses félicités le protégeait contre toute faute. Dans la boutique, sa maîtresse devenait une femme comme une autre, qu'il ne fallait point embrasser et qui n'existait pas pour lui. S'il ne l'embrassait pas devant tous, c'est qu'il craignait de ne pouvoir revenir. Cette seule conséquence l'arrêtait. Autrement, il se serait parfaitement moqué de la douleur de Camille et de sa mère. Il n'avait point conscience de ce que la découverte de sa liaison pourrait amener. Il croyait agir simplement comme tout le monde aurait agi à sa place, en homme pauvre et affamé. De là ses tranquillités béates, ses audaces prudentes, ses attitudes désintéressées et goguenardes. Thérèse, plus nerveuse, plus frémissante que lui, était obligée de jouer un rôle. Elle le jouait à la perfection, grâce à l'hypocrisie savante que lui avait donnée son éducation. Pendant près de 15 ans, elle avait menti, étouffant ses fièvres, mettant une volonté implacable à paraître morne et endormie. Il lui coûtait peu de poser sur sa chair ce masque de morte qui glaçait son visage. Quand Laurent entrait, il la trouvait grave, rechignée, le nez plus long, les lèvres plus minces. Elle était laide, revêche, inabordable. D'ailleurs, elle n'exagérait pas ses effets. Elle jouait son ancien personnage, sans éveiller l'attention par une brusquerie plus grande. Pour elle, elle trouvait une volupté amère à tromper Camille et Madame Raquin. Elle n'était pas comme Laurent, affaissée dans le contentement épais de ses désirs, inconsciente du devoir. Elle savait qu'elle faisait le mal, et il lui prenait des envies féroces de se lever de table et d'embrasser Laurent à pleine bouche, pour montrer à son mari et à sa tante qu'elle n'était pas une bête et qu'elle avait un amant. Par moments, des joies chaudes lui montaient à la tête. Toute bonne comédienne qu'elle fût, elle ne pouvait alors se retenir de chanter, quand son amant n'était pas là et qu'elle ne craignait point de se trahir. Ces gaietés soudaines charmaient Madame Raquin, qui accusait sa nièce de trop de gravité. La jeune femme acheta des pots de fleurs et en garnit la fenêtre de sa chambre. Puis
elle fit coller du papier neuf dans cette pièce. Elle voulut un tapis, des rideaux, des meubles de palissandre. Tout ce luxe était pour Laurent. La nature et les circonstances semblaient avoir fait cette femme pour cet homme et les avoir poussés l'un vers l'autre. À eux deux, la femme, nerveuse et hypocrite, l'homme, sanguin et vivant en brute, ils faisaient un couple puissamment lié. Ils se complétaient, se protégeaient mutuellement. Le soir, à table, dans les clartés pâles de la lampe, on sentait la force de leur union, à voir le visage épais et souriant de Laurent en face du masque muet et impénétrable de Thérèse. C'étaient de douces et calmes soirées. Dans le silence, dans l'ombre transparente et entiédie, s'élevaient des paroles amicales. On se serrait autour de la table. Après le dessert, on causait des mille riens de la journée, des souvenirs de la veille et des espoirs du lendemain. Camille aimait Laurent, autant qu'il pouvait aimer, en égoïste satisfait, et Laurent semblait lui rendre une égale affection. Il y avait entre eux un échange de phrases dévouées, de gestes serviables, de regards prévenants. Madame Raquin, le visage placide, mettait toute sa paix autour de ses enfants, dans l'air tranquille qu'ils respiraient. On eût dit une réunion de vieilles connaissances qui se connaissaient jusqu'au cœur et qui s'endormaient sur la foi de leur amitié. Thérèse, immobile, paisible comme les autres, regardait ses joies bourgeoises, ses affaissements souriants. Et, au fond d'elle, il y avait des rires sauvages. Tout son être raillait, tandis que son visage gardait une rigidité froide. Elle se disait, avec des raffinements de volupté, que quelques heures auparavant elle était dans la chambre voisine, demi-nue, échevelée, sur la poitrine de Laurent. Elle se rappelait chaque détail de cet après-midi de passion folle. Elle les étalait dans sa mémoire. Elle opposait cette scène brûlante à la scène morte qu'elle avait sous les yeux. Ah, comme elle trompait ces bonnes gens, et comme elle était heureuse de les tromper avec une impudence si triomphante. Et c'était là, à 2 pas, derrière cette mince cloison, qu'elle recevait un homme. C'était là qu'elle se vautrait dans les âpretés de l'adultère. Et son amant, à cette heure, devenait un inconnu pour elle, un camarade de son mari, une sorte d'imbécile et d'intrus dont elle ne devait pas se soucier. Cette comédie atroce, ces duperies de la vie, cette comparaison entre les baisers ardents du jour et l'indifférence jouée du soir donnait des ardeurs nouvelles au sang de la jeune femme. Lorsque madame Raquin et Camille descendaient, par hasard, Thérèse se levait d'un bond, collait silencieusement, avec une énergie brutale, ses lèvres sur les lèvres de son amant, et restait ainsi, haletant, étouffant, jusqu'à ce qu'elle entendît crier le bois des marches de l'escalier. Alors, d'un mouvement leste, elle reprenait sa place. Elle retrouvait sa grimace rechignée. Laurent, d'une voix calme, continuait avec Camille la causerie interrompue. C'était comme un éclair de passion, rapide et aveuglant, dans un ciel mort. Le jeudi, la soirée était un peu plus animée. Laurent, qui, ce jour-là, s'ennuyait à mourir, se faisait pourtant un devoir de ne pas manquer une seule des réunions. Il voulait, par mesure de prudence, être connu et estimé des amis de Camille. Il lui fallait écouter les radotages de Grivet et du vieux Michaud. Michaud racontait toujours les mêmes histoires de meurtre et de vol. Grivet parlait en même temps de ses employés, de ses chefs, de son administration. Le jeune homme se réfugiait auprès d'Olivier et de Suzanne, qui lui paraissaient d'une bêtise moins assommante. D'ailleurs, il se hâtait de réclamer le jeu de domino. C'était le jeudi soir que Thérèse fixait le jour et l'heure de leur rendez-vous. Dans le trouble du départ, lorsque madame Raquin et Camille accompagnaient les invités jusqu'à la porte du passage, la jeune femme s'approchait de Laurent, lui parlait bas, lui serrait la main. Parfois même, quand tout le monde avait le dos tourné, elle l'embrassait,
par une sorte de fanfaronnade. Pendant 8 mois dura cette vie de secousses et d'apaisement. Les amants vivaient dans une béatitude complète. Thérèse ne s'ennuyait plus, ne désirait plus rien. Laurent, repu, choyé, engraissé encore, avait la seule crainte de voir cesser cette belle existence. Chapitre 9. Une après-midi, comme Laurent allait quitter son bureau pour courir auprès de Thérèse qui l'attendait, son chef le fit appeler et lui signifia qu'à l'avenir, il lui défendait de s'absenter. Il avait abusé des congés. L'administration était décidée à le renvoyer s'il sortait une seule fois. Cloué sur sa chaise, il désespéra jusqu'au soir. Il devait gagner son pain. Il ne pouvait se faire mettre à la porte. Le soir, le visage courroucé de Thérèse fut une torture pour lui. Il ne savait comment expliquer son manque de parole à sa maîtresse. Pendant que Camille fermait la boutique, il s'approcha vivement de la jeune femme. « Nous ne pouvons plus nous voir, » lui dit-il à voix basse. « Mon chef me refuse toute nouvelle permission de sortie. » Camille rentrait. Laurent dut se retirer sans donner de plus amples explications, laissant Thérèse sous le coup de cette déclaration brutale. Exaspérée, ne voulant pas admettre qu'on pût troubler ses voluptés, elle passa une nuit d'insomnie à bâtir des plans de rendez-vous extravagants. Le jeudi qui suivit, elle causa 1 minute au plus avec Laurent. Leur anxiété était d'autant plus vive qu'ils ne savaient où se rencontrer pour se consulter et s'entendre. La jeune femme donna un nouveau rendez-vous à son amant, qui lui manqua de parole une seconde fois. Dès lors, elle n'eut plus qu'une idée fixe, le voir à tout prix. Il y avait 15 jours que Laurent ne pouvait approcher de Thérèse. Alors il sentit combien cette femme lui était devenue nécessaire. L'habitude de la volupté lui avait créé des appétits nouveaux, d'une exigence aiguë. Il n'éprouvait plus aucun malaise dans les embrassements de sa maîtresse. Il quêtait ces embrassements avec une obstination d'animal affamé. Une passion de sang avait couvé dans ses muscles. Maintenant qu'on lui retirait son amante, cette passion éclatait avec une violence aveugle. Il aimait à la rage. Tout semblait inconscient dans cette florissante nature de brute. Il obéissait à des instincts. Il se laissait conduire par les volontés de son organisme. Il aurait ri aux éclats 1 an auparavant si on lui avait dit qu'il serait l'esclave d'une femme au point de compromettre ses tranquillités. Le sourd travail des désirs s'était opéré en lui, à son insu, et avait fini par le jeter, pieds et poings liés, aux caresses fauves de Thérèse. À cette heure, il redoutait d'oublier la prudence. Il n'osait venir, le soir, au passage du Pont-Neuf, craignant de commettre quelque folie. Il ne s'appartenait plus. Sa maîtresse, avec ses souplesses de chatte, ses flexibilités nerveuses, s'était glissée peu à peu dans chacune des fibres de son corps. Il avait besoin de cette femme pour vivre comme on a besoin de boire et de manger. Il aurait certainement fait une sottise s'il n'avait reçu une lettre de Thérèse qui lui recommandait de rester chez lui le lendemain. Son amante lui promettait de venir le trouver vers les 8 heures du soir. Au sortir du bureau, il se débarrassa de Camille en disant qu'il était fatigué, qu'il allait se coucher tout de suite. Thérèse, après le dîner, joua également son rôle. Elle parla d'une cliente qui avait déménagé sans la payer. Elle fit la créancière intraitable. Elle déclara qu'elle voulait aller réclamer son argent. La cliente demeurait aux Batignolles. Madame Raquin et Camille trouvèrent la course longue, la démarche hasardeuse. D'ailleurs, ils ne s'étonnèrent pas. Ils laissèrent partir Thérèse en toute tranquillité. La jeune femme courut au Port-aux-Vins, glissant sur les pavés qui étaient gras, heurtant les passants, ayant hâte d'arriver. Des moiteurs lui montaient au visage. Ses mains brûlaient. On aurait dit une femme saoule. Elle gravit rapidement l'escalier de l'hôtel meublé. Au 6e étage, essoufflée, les yeux vagues, elle aperçut Laurent,
penché sur la rampe, qui l'attendait. Elle entra dans le grenier. Ses larges jupes ne pouvaient y tenir, tant l'espace était étroit. Elle arracha d'une main son chapeau et s'appuya contre le lit, défaillante. La fenêtre à tabatière, ouverte toute grande, versait les fraîcheurs du soir sur la couche brûlante. Les amants restèrent longtemps dans le taudis, comme au fond d'un trou. Tout d'un coup, Thérèse entendit l'horloge de la Pitié sonner 10 heures. Elle aurait voulu être sourde. Elle se leva péniblement et regarda le grenier qu'elle n'avait pas encore vu. Elle chercha son chapeau, noua les rubans et s'assit en disant d'une voix lente : « Il faut que je parte. » Laurent était venu s'agenouiller devant elle. Il lui prit les mains. « Au revoir, » reprit-elle sans bouger. « Non, pas au revoir, » s'écria-t-il. « Cela est trop vague. Quel jour reviendras-tu » Elle le regarda en face. « Tu veux de la franchise ?» dit-elle. « Eh bien, vrai, je crois que je ne reviendrai plus. Je n'ai pas de prétexte, je ne puis en inventer. » « Alors, il faut nous dire adieu. »« Non, je ne veux pas. » Elle prononça ces mots avec une colère épouvantée. Elle ajouta plus doucement, sans savoir ce qu'elle disait, sans quitter sa chaise. « Je vais m'en aller. » Laurent songeait. Il pensait à Camille. « Je ne lui en veux pas, » dit-il, enfin, sans le nommer. « Mais vraiment, il nous gêne trop. Est-ce que tu ne pourrais pas nous en débarrasser, l'envoyer en voyage, quelque part, bien loin ?»« Ah oui, l'envoyer en voyage, » reprit la jeune femme en hochant la tête. « Tu crois qu'un homme comme ça consent à voyager ? Il n'y a qu'un voyage dont on ne revient pas. Mais il nous enterrera tous. Ces gens-là qui n'ont que le souffle ne meurent jamais. » Il y eut un silence. Laurent se traîna sur les genoux, se serrant contre sa maîtresse, appuyant la tête contre sa poitrine. « J'avais fait un rêve, » dit-il. « Je voulais passer une nuit entière avec toi, m'endormir dans tes bras et me réveiller le lendemain sous tes baisers. Je voudrais être ton mari, tu comprends ? » « Oui, oui, » répondit Thérèse, frissonnante. Elle se pencha brusquement sur le visage de Laurent, qu'elle couvrit de baisers. Elle égratignait les brides de son chapeau contre la barbe rude du jeune homme. Elle ne songeait plus qu'elle était habillée et qu'elle allait froisser ses vêtements. Elle sanglotait, elle prononçait des paroles haletantes au milieu de ses larmes. « Ne dis pas ces choses, » répétait-elle, « car je n'aurai plus la force de te quitter. Je resterai là. Donne-moi du courage plutôt. Dis-moi que nous nous verrons encore. N'est-ce pas que tu as besoin de moi et que nous trouverons bien un jour le moyen de vivre ensemble ? Alors, reviens, reviens demain, lui répondit Laurent, dont les mains tremblantes montaient le long de sa taille. Mais je ne puis revenir, je te l'ai dit, je n'ai pas de prétexte. Elle se tordait les bras. Elle reprit. Oh, le scandale ne me fait pas peur. En rentrant, si tu veux, je vais dire à Camille que tu es mon amant, et je reviens coucher ici. C'est pour toi que je tremble. Je ne veux pas te déranger ta vie. Je désire te faire une existence heureuse. Les instincts prudents du jeune homme se réveillèrent. Tu as raison, dit-il. Il ne faut pas agir comme des enfants. Ah, si ton mari mourait. Si mon mari mourait, répéta lentement Thérèse. Nous nous marierions ensemble, nous ne craindrions plus rien, nous jouirions largement de nos amours. Quelle bonne et douce vie ! La jeune femme s'était redressée. Les joues pâles, elle regardait son amant avec des yeux sombres. Des battements agitaient ses lèvres. « Les gens meurent quelquefois, » murmura-t-elle enfin. « Seulement, c'est dangereux pour ceux qui survivent. » Laurent ne répondit pas. « Vois-tu, » continua-t-elle, « tous les moyens connus sont mauvais. »« Tu ne m'as pas compris, » dit-il paisiblement. « Je ne suis pas un sot, je veux t'aimer en paix. Je pensais qu'il arrive des accidents tous les jours.
que le pied peut glisser, qu'une tuile peut tomber, tu comprends? Dans ce dernier cas, le vent seul est coupable. » Il parlait d'une voix étrange. Il eut un sourire et ajouta d'un ton caressant. « Va, sois tranquille, nous nous aimerons bien, nous vivrons heureux. Puisque tu ne peux venir, j'arrangerai tout cela. Si nous restons plusieurs mois sans nous voir, ne m'oublie pas, songe que je travaille à nos félicités. » Il saisit dans ses bras Thérèse, qui ouvrait la porte pour partir. « Tu es à moi, n'est-ce pas ? » continua-t-il. « Tu jures de te livrer entière, à toute heure, quand je voudrais. »« Oui, » cria la jeune femme, « je t'appartiens. Fais de moi ce qu'il te plaira. » Ils restèrent un moment farouches et muets. Puis Thérèse s'arracha avec brusquerie et, sans tourner la tête, elle sortit de la mansarde et descendit l'escalier. Laurent écouta le bruit de ses pas qui s'éloignaient. Quand il n'entendit plus rien, il rentra dans son taudis, il se coucha. Les draps étaient tièdes, il étouffait au fond de ce trou étroit que Thérèse laissait plein des ardeurs de sa passion. Il lui semblait que son souffle respirait encore un peu de la jeune femme. Elle avait passé là, répandant des émanations pénétrantes, des odeurs de violettes, et maintenant il ne pouvait plus serrer entre ses bras que le fantôme insaisissable de sa maîtresse, traînant autour de lui. Il avait la fièvre des amours renaissantes et inassouvies. Il ne ferma pas la fenêtre. Couché sur le dos, les bras nus, les mains ouvertes, cherchant la fraîcheur, il songea, en regardant le carré d'un bleu sombre que le châssis taillait dans le ciel. Jusqu'au jour, la même idée tourna dans sa tête. Avant la venue de Thérèse, il ne songeait pas au meurtre de Camille. Il avait parlé de la mort de cet homme, poussé par les faits, irrité par la pensée qu'il ne reverrait plus son amante. Et c'est ainsi qu'un nouveau coin de sa nature inconsciente venait de se révéler. Il s'était mis à rêver l'assassinat dans les emportements de l'adultère. Maintenant, plus calme, seul au milieu de la nuit paisible, il étudiait le meurtre. L'idée de la mort, jetée avec désespoir entre deux baisers, revenait implacable et aiguë. Laurent, secoué par l'insomnie, énervé par les senteurs âcres que Thérèse avait laissées derrière elle, dressait des embûches, calculait les mauvaises chances, étalait les avantages qu'il aurait à être assassin. Tous ses intérêts le poussaient au crime. Il se disait que son père, le paysan de Jeufosse, ne se décidait pas à mourir. Il lui faudrait peut-être rester encore 10 ans employé, mangeant dans les crèmeries, vivant sans femme dans un grenier. Cette idée l'exaspérait. Au contraire, Camille mort, il épousait Thérèse, il héritait de madame Raquin, il donnait sa démission et flânait au soleil. Alors, il se plut à rêver cette vie de paresseux. Il se voyait déjà oisif, mangeant et dormant, attendant avec patience la mort de son père. Et quand la réalité se dressait au milieu de son rêve, il se heurtait contre Camille. Il serrait les poings comme pour l'assommer. Laurent voulait Thérèse. Il la voulait à lui tout seul, toujours à portée de sa main. S'il ne faisait pas disparaître le mari, la femme lui échappait. Elle l'avait dit, elle ne pouvait revenir. Il l'aurait bien enlevée, emportée quelque part, mais alors ils seraient morts de faim tous deux. Il risquait moins en tuant le mari. Il ne soulevait aucun scandale, il poussait seulement un homme pour se mettre à sa place. Dans sa logique brutale de paysan, il trouvait ce moyen excellent et naturel. Sa prudence native lui conseillait même cet expédient rapide. Il se vautrait sur son lit, en sueur, à plat ventre, collant sa face moite dans l'oreiller où avait traîné le chignon de Thérèse. Il prenait la toile entre ses lèvres séchées, il buvait les parfums légers de ce linge, et il restait là, sans haleine,
étouffant, voyant passer des barres de feu le long de ses paupières closes. Il se demandait comment il pourrait bien tuer Camille. Puis, quand la respiration lui manquait, il se retournait d'un bond, se remettait sur le dos et, les yeux grands ouverts, recevant en plein visage les souffles froids de la fenêtre, il cherchait dans les étoiles, dans la clarté bleuâtre du ciel, un conseil de meurtre, un plan d'assassinat. Il ne trouva rien. Comme il l'avait dit à sa maîtresse, il n'était pas un enfant, un sot. Il ne voulait ni du poignard, ni du poison. Il lui fallait un crime sournois, accompli sans danger, une sorte d'étouffement sinistre, sans cri, sans terreur, une simple disparition. La passion avait beau le secouer et le pousser en avant, tout son être réclamait impérieusement la prudence. Il était trop lâche, trop voluptueux pour risquer sa tranquillité. Il tuait afin de vivre calme et heureux. Peu à peu, le sommeil le prit. L'air froid avait chassé du grenier le fantôme tiède et odorant de Thérèse. Laurent, brisé, apaisé, se laissa envahir par une sorte d'engourdissement doux et vague. En s'endormant, il décida qu'il attendrait une occasion favorable, et sa pensée, de plus en plus fuyante, le berçait en murmurant « Je le tuerai, je le tuerai ». 5 minutes plus tard, il reposait, respirant avec une régularité sereine. Thérèse était rentrée chez elle à 11 heures. La tête en feu, la pensée tendue, elle arriva au passage du Pont-Neuf, sans avoir conscience du chemin parcouru. Il lui semblait qu'elle descendait de chez Laurent, tant ses oreilles étaient pleines encore des paroles qu'elle venait d'entendre. Elle trouva madame Raquin et Camille, anxieux et empressés. Elle répondit sèchement à leurs questions, en disant qu'elle avait fait une course inutile et qu'elle était restée 1 heure sur un trottoir à attendre un omnibus. Lorsqu'elle se mit au lit, elle trouva les draps froids et humides. Ses membres, encore brûlants, eurent des frissons de répugnance. Camille ne tarda pas à s'endormir, et Thérèse regarda longtemps cette face blafarde qui reposait bêtement sur l'oreiller, la bouche ouverte. Elle s'écartait de lui. Elle avait des envies d'enfoncer son poing fermé dans cette bouche. Chapitre 10. Près de 3 semaines se passèrent. Laurent revenait à la boutique tous les soirs. Il paraissait là, comme malade. Un léger cercle bleuâtre entourait ses yeux. Ses lèvres pâlissaient et se gerçaient. D'ailleurs, il avait toujours sa tranquillité lourde. Il regardait Camille en face. Il lui témoignait la même amitié franche. Madame Raquin choyait davantage l'amie de la maison depuis qu'elle le voyait s'endormir dans une sorte de fièvre sourde. Thérèse avait repris son visage muet et rechigné. Elle était plus immobile, plus impénétrable, plus paisible que jamais. Il lui semblait que Laurent n'existât pas pour elle. Elle le regardait à peine, lui adressait de rares paroles, le traitait avec une indifférence parfaite. Madame Raquin, dont la bonté souffrait de cette attitude, disait parfois au jeune homme « Ne faites pas attention à la froideur de ma nièce. Je la connais, son visage paraît froid, mais son cœur est chaud de toutes les tendresses et de tous les dévouements. » Les 2 amants n'avaient plus de rendez-vous. Depuis la soirée de la rue Saint-Victor, ils ne s'étaient pas rencontrés seul à seul. Le soir, lorsqu'ils se trouvaient face à face, en apparence tranquilles et étrangers l'un à l'autre, des orages de passion, d'épouvante et de désir passaient sous la chair calme de leurs visages. Et il y avait dans Thérèse des emportements, des lâchetés, des railleries cruelles. Il y avait dans Laurent des brutalités sombres, des indécisions poignantes. Eux-mêmes n'osaient regarder au fond de leur être, au fond de cette fièvre trouble qui emplissait leur cerveau d'une sorte de vapeur épaisse et âcre. Quand ils pouvaient, derrière une porte, sans parler, ils se serraient les mains à se les briser,
dans une étreinte rude et courte. Ils auraient voulu, mutuellement, emporter des lambeaux de leur chair, collés à leurs doigts. Ils n'avaient plus que ce serrement de main pour apaiser leurs désirs. Ils y mettaient tout leur corps. Ils ne se demandaient rien autre chose. Ils attendaient. Un jeudi soir, avant de se mettre au jeu, les invités de la famille Raquin, comme à l'ordinaire, eurent un bout de causerie. Un des grands sujets de conversation était de parler au vieux Michaud de ses anciennes fonctions, de le questionner sur les étranges et sinistres aventures auxquelles il avait dû être mêlé. Alors Grivet et Camille écoutaient les histoires du commissaire de police avec la face effrayée et béante des petits-enfants qui entendent Barbe-Bleue ou le Petit Poucet. Cela les terrifiait et les amusait. Ce jour-là, Michaud, qui venait de raconter un horrible assassinat dont les détails avaient fait frissonner son auditoire, ajouta en hochant la tête. « Et l'on ne sait pas tout. Que de crimes restent inconnus, que d'assassins échappent à la justice des hommes. »« Comment ?» dit Grivet, étonné. « Vous croyez qu'il y a, comme ça, dans la rue, des canailles qui ont assassiné et qu'on n'arrête pas ?» Olivier se mit à sourire d'un air de dédain. « Mon cher monsieur, répondit-il de sa voix cassante, si on ne les arrête pas, c'est qu'on ignore qu'ils ont assassiné. » Ce raisonnement ne parut pas convaincre Grivet. Camille vint à son secours. « Moi, je suis de l'avis de monsieur Grivet, dit-il avec une importance bête. J'ai besoin de croire que la police est bien faite et que je ne coudoirai jamais un meurtrier sur un trottoir. » Olivier vit une attaque personnelle dans ces paroles. « Certainement, la police est bien faite, s'écria-t-il d'un ton vexé. Mais nous ne pouvons pourtant pas faire l'impossible. Il y a des scélérats qui ont appris le crime à l'école du diable. Ils échapperaient à Dieu lui-même. N'est-ce pas, mon père ? Oui, oui, appuya le vieux Michaud. Ainsi, lorsque j'étais à Vernon. Vous vous souvenez peut-être de cela, madame Raquin. On assassina un roulier sur la grande route. Le cadavre fut trouvé coupé en morceaux au fond d'un fossé. Jamais on n'a pu mettre la main sur le coupable. Il vit peut-être encore aujourd'hui. Il est peut-être notre voisin. Et peut-être M. Grivet va-t-il le rencontrer en rentrant chez lui. » Grivet devint pâle comme un linge. Il n'osait tourner la tête. Il croyait que l'assassin du roulier était derrière lui. D'ailleurs, il était enchanté d'avoir peur. « Ah bien, non, balbutia-t-il, sans trop savoir ce qu'il disait. « Ah bien, non, je ne veux pas croire cela. Moi aussi, je sais une histoire. Il y avait une fois une servante qui fut mise en prison pour avoir volé à ses maîtres un couvert d'argent. 2 mois après, comme on abattait un arbre, on trouva le couvert dans un nid de pie. C'était une pie qui était la voleuse. On relâcha la servante. Vous voyez bien que les coupables sont toujours punis. » Grivet était triomphant. Olivier ricanait. « Alors, dit-il, on a mis la pie en prison. »« Ce n'est pas cela que M. Grivet a voulu dire, » reprit Camille, fâché de voir tourner son chef en ridicule. « Mère, donne-nous le jeu de domino. » Pendant que madame Raquin allait chercher la boîte, le jeune homme continua, en s'adressant à Michaud. « Alors, la police est impuissante, vous l'avouez ? Il y a des meurtriers qui se promènent au soleil ? » « Eh, malheureusement, oui, » répondit le commissaire. « C'est immoral, » conclut Grivet. Pendant cette conversation, Thérèse et Laurent étaient restés silencieux. Ils n'avaient pas même souri de la sottise de Grivet. Accoudés tous deux sur la table, légèrement pâles, les yeux vagues, ils écoutaient. Un moment, leurs regards s'étaient rencontrés, noirs et ardents, et de petites gouttes de sueur perlaient à la racine des cheveux de Thérèse, et des souffles froids donnaient des frissons imperceptibles à la peau de Laurent. Chapitre 11. Parfois, le dimanche, lorsqu'il faisait beau, Camille forçait Thérèse à sortir avec lui, à faire un bout de promenade aux Champs-Élysées. La jeune femme aurait préféré rester dans l'ombre humide de la boutique. Elle se fatiguait, elle s'ennuyait au bras de son mari qui la traînait sur les trottoirs,
en s'arrêtant aux boutiques, avec des étonnements, des réflexions, des silences d'imbécile. Mais Camille tenait bon. Il aimait à montrer sa femme. Lorsqu'il rencontrait un de ses collègues, un de ses chefs surtout, il était tout fier d'échanger un salut avec lui, en compagnie de madame. D'ailleurs, il marchait pour marcher, sans presque parler, roide et contrefait dans ses habits du dimanche, traînant les pieds, abruti et vaniteux. Thérèse souffrait d'avoir un pareil homme au bras. Les jours de promenade, madame Raquin accompagnait ses enfants jusqu'au bout du passage. Elle les embrassait comme s'ils fussent partis pour un voyage. Et c'étaient des recommandations sans fin, des prières pressantes. « Surtout, leur disait-elle, prenez garde aux accidents. Il y a tant de voitures dans ce Paris. Vous me promettez de ne pas aller dans la foule. » Elle les laissait enfin s'éloigner, les suivant longtemps des yeux. Puis elle rentrait à la boutique. Ses jambes devenaient lourdes et lui interdisaient toute longue marche. D'autres fois, plus rarement, les époux sortaient de Paris. Ils allaient à Saint-Ouen ou à Asnières et mangeaient une friture dans un des restaurants du bord de l'eau. C'étaient des jours de grande débauche, dont on parlait un mois à l'avance. Thérèse acceptait plus volontiers, presque avec joie, ces courses qui la retenaient en plein air jusqu'à 10 et 11 heures du soir. Saint-Ouen, avec ses îles vertes, lui rappelait Vernon. Elle y sentait se réveiller toutes les amitiés sauvages qu'elle avait eues pour la Seine, étant jeune fille. Elle s'asseyait sur les graviers, trempait ses mains dans la rivière, se sentait vivre sous les ardeurs du soleil que tempéraient les souffles frais des ombrages. Tandis qu'elle déchirait et souillait sa robe sur les cailloux et la terre grasse, Camille étalait proprement son mouchoir et s'accroupissait à côté d'elle avec 1000 précautions. Dans les derniers temps, le jeune ménage emmenait presque toujours Laurent, qui égayait la promenade par ses rires et sa force de paysan. Un dimanche, Camille, Thérèse et Laurent partirent pour Saint-Ouen vers 11 heures après le déjeuner. La partie était projetée depuis longtemps et devait être la dernière de la saison. L'automne venait, des souffles froids commençaient, le soir, à faire frissonner l'air. Ce matin-là, le ciel gardait encore toute sa sérénité bleue. Il faisait chaud au soleil et l'ombre était tiède. On décida qu'il fallait profiter des derniers rayons. Les 3 promeneurs prirent un fiacre, accompagnés des doléances, des effusions inquiètes de la vieille mercière. Ils traversèrent Paris et quittèrent le fiacre aux fortifications. Puis ils gagnèrent Saint-Ouen en suivant la chaussée. Il était midi. La route, couverte de poussière, largement éclairée par le soleil, avait des blancheurs aveuglantes de neige. L'air brûlait, épaissi et âcre. Thérèse, au bras de Camille, marchait à petits pas, se cachant sous son ombrelle, tandis que son mari s'éventait la face avec un immense mouchoir. Derrière eux venait Laurent, dont les rayons du soleil mordaient le cou sans qu'il parût rien sentir. Il sifflait, il poussait du pied les cailloux, et, par moments, il regardait, avec des yeux fauves, les balancements de hanches de sa maîtresse. Quand ils arrivèrent à Saint-Ouen, ils se hâtèrent de chercher un bouquet d'arbres, un tapis d'herbe verte étalé à l'ombre. Ils passèrent dans une île et s'enfoncèrent dans un taillis. Les feuilles tombées faisaient à terre une couche rougeâtre qui craquait sous les pieds avec des frémissements secs. Les troncs se dressaient, droits, innombrables, comme des faisceaux de colonnettes gothiques. Les branches descendaient jusque sur le front des promeneurs, qui avaient, ainsi, pour tout horizon, la voûte cuivrée des feuillages mourants et les fûts blancs et noirs des trembles et des chênes. Ils étaient au désert, dans un trou mélancolique, dans une étroite clairière silencieuse et fraîche. Tout autour d'eux, ils entendaient la Seine gronder. Camille avait choisi une place sèche et s'était assis en relevant les pans de sa redingote. Thérèse, avec un grand bruit de jupe froissée, venait de se jeter sur les feuilles. Elle disparaissait à moitié au milieu des plis de sa robe qui se relevaient autour d'elle, en découvrant une de ses jambes jusqu'aux genoux.
Laurent, couché à plat ventre, le menton dans la terre, regardait cette jambe et écoutait son ami qui se fâchait contre le gouvernement en déclarant qu'on devrait changer tous les îlots de la Seine en jardins anglais, avec des bancs, des allées sablées, des arbres taillés, comme aux Tuileries. Ils restèrent près de 3 heures dans la clairière, attendant que le soleil fût moins chaud, pour courir la campagne avant le dîner. Camille parla de son bureau, il conta des histoires niaises. Puis, fatigué, il se laissa aller à la renverse et s'endormit. Il avait posé son chapeau sur ses yeux. Depuis longtemps, Thérèse, les paupières closes, feignait de sommeiller. Alors, Laurent se coula doucement vers la jeune femme. Il avança les lèvres et baisa sa bottine et sa cheville. Ce cuir, ce bas blanc qu'il baisait lui brûlait la bouche. Les senteurs âpres de la terre, les parfums légers de Thérèse se mêlaient et le pénétraient, en allumant son sang, en irritant ses nerfs. Depuis un mois, il vivait dans une chasteté pleine de colère. La marche au soleil, sur la chaussée de Saint-Ouen, avait mis des flammes en lui. Maintenant, il était là, au fond d'une retraite ignorée, au milieu de la grande volupté de l'ombre et du silence, et il ne pouvait presser contre sa poitrine cette femme qui lui appartenait. Le mari allait peut-être s'éveiller, le voir, déjouer ses calculs de prudence. Toujours cet homme était un obstacle. Et l'amant, aplati sur le sol, se cachant derrière les jupes, frémissant et irrité, collait des baisers silencieux sur la bottine et sur le bas blanc. Thérèse, comme morte, ne faisait pas un mouvement. Laurent crut qu'elle dormait. Il se leva, le dos brisé, et s'appuya contre un arbre. Alors il vit la jeune femme qui regardait en l'air avec de grands yeux ouverts et luisants. Sa face, posée entre ses bras relevés, avait une pâleur mate, une rigidité froide. Thérèse songeait. Ses yeux fixes semblaient un abîme sombre où l'on ne voyait que de la nuit. Elle ne bougea pas, elle ne tourna pas ses regards vers Laurent, debout derrière elle. Son amant la contempla, presque effrayé de la voir si immobile et si muette sous ses caresses. Cette tête blanche et morte, noyée dans les plis des jupons, lui donna une sorte d'effroi plein de désirs cuisants. Il aurait voulu se pencher et fermer d'un baiser ses grands yeux ouverts. Mais, presque dans les jupons, dormait aussi Camille. Le pauvre être, le corps déjeté, montrant sa maigreur, ronflait légèrement. Sous le chapeau qui lui couvrait à demi la figure, on apercevait sa bouche ouverte, tordue par le sommeil, faisant une grimace bête. De petits poils roussâtres, clairsemés sur son menton grêle, salissaient sa chair blafarde, et, comme il avait la tête renversée en arrière, on voyait son cou maigre, ridé, au milieu duquel le nœud de la gorge, saillant et d'un rouge brique, remontait à chaque ronflement. Camille, ainsi vautré, était exaspérant et ignoble. Laurent, qui le regardait, leva le talon d'un mouvement brusque. Il allait, d'un coup, lui écraser la face. Thérèse retint un cri. Elle pâlit et ferma les yeux. Elle tourna la tête, comme pour éviter les éclaboussures du sang. Et Laurent, pendant quelques secondes, resta, le talon en l'air, au-dessus du visage de Camille endormie. Puis, lentement, il replia la jambe. Il s'éloigna de quelques pas. Il s'était dit que ce serait là un assassinat d'imbécile. Cette tête broyée lui aurait mis toute la police sur les bras. Il voulait se débarrasser de Camille uniquement pour épouser Thérèse. Il entendait vivre au soleil, après le crime, comme le meurtrier du roulier, dont le vieux Michaud avait conté l'histoire. Il alla jusqu'au bord de l'eau, regarda couler la rivière d'un air stupide. Puis, brusquement, il rentra dans le taillis. Il venait enfin d'arrêter un plan.
d'inventer un meurtre commode et sans danger pour lui. Alors, il éveilla le dormeur en lui chatouillant le nez avec une paille. Camille éternua, se leva, trouva la plaisanterie excellente. Il aimait Laurent pour ses farces qui le faisaient rire. Puis il secoua sa femme, qui tenait les yeux fermés. Lorsque Thérèse se fut dressée et qu'elle eut secoué ses jupes, fripées et couvertes de feuilles sèches, les 3 promeneurs quittèrent la clairière en cassant les petites branches devant eux. Ils sortirent de l'île. Ils s'en allèrent par les routes, par les sentiers pleins de groupes endimanchés. Entre les haies couraient les filles en robe claire. Une équipe de canotiers passait en chantant. Des files de couples bourgeois, de vieilles gens, de commis avec leurs épouses, marchaient à petits pas au bord des fossés. Chaque chemin semblait une rue populeuse et bruyante. Le soleil seul gardait sa tranquillité large. Il baissait vers l'horizon et jetait sur les arbres rougis, sur les routes blanches, d'immenses nappes de clarté pâle. Du ciel frissonnant commençait à tomber une fraîcheur pénétrante. Camille ne donnait plus le bras à Thérèse. Il causait avec Laurent, riait des plaisanteries et des tours de force de son ami, qui sautait les fossés et soulevait de grosses pierres. La jeune femme de l'autre côté de la route s'avançait, la tête penchée, se courbant parfois pour arracher une herbe. Quand elle était restée en arrière, elle s'arrêtait et regardait de loin son amant et son mari. « Hé, tu n'as pas faim ?» finit par lui crier Camille. « Si, » répondit-elle. « Alors, en route !» Thérèse n'avait pas faim. Seulement, elle était lasse et inquiète. Elle ignorait les projets de Laurent. Ses jambes tremblaient sous elle d'anxiété. Les 3 promeneurs revinrent au bord de l'eau et cherchèrent un restaurant. Ils s'attablèrent sur une sorte de terrasse en planches dans une gargote, puant la graisse et le vin. La maison était pleine de cris, de chansons, de bruits de vaisselle. Dans chaque cabinet, dans chaque salon, il y avait des sociétés qui parlaient haut, et les minces cloisons donnaient une sonorité vibrante à tout ce tapage. Les garçons, en montant, faisaient trembler l'escalier. En haut, sur la terrasse, les souffles de la rivière chassaient les odeurs du graillon. Thérèse, appuyée contre la balustrade, regardait sur le quai. À droite et à gauche s'étendaient 2 files de guinguettes et de baraques de foire. Sous les tonnelles, entre les feuilles rares et jaunes, on apercevait la blancheur des nappes, les taches noires des paletots, les jupes éclatantes des femmes. Les gens allaient et venaient, nu-tête, courant et riant, et, au bruit criard de la foule, se mêlaient les chansons lamentables des orgues de Barbarie. Une odeur de friture et de poussière traînait dans l'air calme. Au-dessous de Thérèse, des filles du quartier latin, sur un tapis de gazon usé, tournaient en chantant une ronde enfantine. Le chapeau tombé sur les épaules, les cheveux dénoués, elles se tenaient par la main, jouant comme des petites filles. Elles retrouvaient un filet de voix fraîche, et leurs visages pâles, que des caresses brutales avaient martelés, se coloraient tendrement de rougeur de vierge. Dans leurs grands yeux impurs passaient des humidités attendries. Des étudiants, fumant des pipes de terre blanche, les regardaient tourner en leur jetant des plaisanteries grasses. Et, au-delà, sur la Seine, sur les coteaux, descendait la sérénité du soir. Un air bleuâtre et vague qui noyait les arbres dans une vapeur transparente. « Eh bien !» cria Laurent en se penchant sur la rampe de l'escalier. « Garçon, et ce dîner ?» Puis, comme se ravisant, « Dis donc, Camille, ajouta-t-il, si nous allions faire une promenade sur l'eau avant de nous mettre à table, on aurait le temps de faire rôtir notre poulet. Nous allons nous ennuyer pendant 1 heure à attendre. »« Comme tu voudras, » répondit nonchalamment Camille. « Mais Thérèse a faim. »« Non, non, je puis attendre, » se hâta de dire la jeune femme, que Laurent regardait avec des yeux fixes.
Ils redescendirent tous trois. En passant devant le comptoir, ils retinrent une table, ils arrêtèrent un menu, disant qu'ils seraient de retour dans 1 heure. Comme le cabaretier louait des canots, ils le prièrent de venir en détacher un. Laurent choisit une mince barque, dont la légèreté effrayait Camille. « Diable !» dit-il, « il ne va pas falloir remuer là-dedans. On ferait un fameux plongeon. » La vérité était que le commis avait une peur horrible de l'eau. À Vernon, son état maladif ne lui permettait pas, lorsqu'il était enfant, d'aller barboter dans la Seine. Tandis que ses camarades d'école couraient se jeter en pleine rivière, il se couchait entre 2 couvertures chaudes. Laurent était devenu un nageur intrépide, un rameur infatigable. Camille avait gardé cette épouvante que les enfants et les femmes ont pour les eaux profondes. Il tâta du pied le bout du canot, comme pour s'assurer de sa solidité. « Allons, entre donc !» lui cria Laurent en riant. « Tu trembles toujours !» Camille enjamba le bord et alla, en chancelant, s'asseoir à l'arrière. Quand il sentit les planches sous lui, il prit ses aises. Il plaisanta pour faire acte de courage. Thérèse était demeurée sur la rive, grave et immobile, à côté de son amant qui tenait l'amarre. Il se baissa et, rapidement, à voix basse, « Prends garde, murmura-t-il, je vais le jeter à l'eau. Obéis-moi, je réponds de tout. » La jeune femme devint horriblement pâle. Elle resta comme clouée au sol. Elle se raidissait, les yeux agrandis. « Entre donc dans la barque, » murmura encore Laurent. Elle ne bougea pas. Une lutte terrible se passait en elle. Elle tendait sa volonté de toutes ses forces, car elle avait peur d'éclater en sanglots et de tomber à terre. « Ah ah !» cria Camille. « Laurent, regarde donc Thérèse. C'est elle qui a peur. Elle entrera, elle n'entrera pas. » Il s'était étalé sur le banc de l'arrière, les 2 coudes contre les bords du canot, et se dandinait avec fanfaronnade. Thérèse lui jeta un regard étrange. Les ricanements de ce pauvre homme furent comme un coup de fouet qui la cingla et la poussa. Brusquement, elle sauta dans la barque. Elle resta à l'avant. Laurent prit les rames, le canot quitta la rive, se dirigeant vers les îles avec lenteur. Le crépuscule venait. De grandes ombres tombaient des arbres, et les eaux étaient noires sur les bords. Au milieu de la rivière, il y avait de larges traînées d'argent pâle. La barque fut bientôt en pleine Seine. Là, tous les bruits des quais s'adoucissaient. Les chants, les cris arrivaient, vagues et mélancoliques, avec des langueurs tristes. On ne sentait plus l'odeur de friture et de poussière. Des fraîcheurs traînaient. Il faisait froid. Laurent cessa de ramer et laissa descendre le canot au fil du courant. En face se dressait le grand massif rougeâtre des îles. Les 2 rives, d'un brun sombre taché de gris, étaient comme 2 larges bandes qui allaient se rejoindre à l'horizon. L'eau et le ciel semblaient coupés dans la même étoffe blanchâtre. Rien n'est plus douloureusement calme qu'un crépuscule d'automne. Les rayons pâlissent dans l'air frissonnant. Les arbres vieillis jettent leurs feuilles. La campagne, brûlée par les rayons ardents de l'été, sent la mort venir avec les premiers vents froids. Et il y a, dans les cieux, des souffles plaintifs de désespérance. La nuit descend de haut, apportant des linceuls dans son ombre. Les promeneurs se taisaient. Assis au fond de la barque qui coulait avec l'eau, ils regardaient les dernières lueurs quitter les hautes branches. Ils approchaient des îles. Les grandes masses rougeâtres devenaient sombres. Tout le paysage se simplifiait dans le crépuscule. La Seine, le ciel, les îles, les coteaux n'étaient plus que des taches brunes et grises qui s'effaçaient au milieu d'un brouillard laiteux. Camille, qui avait fini par se coucher à plat ventre, la tête au-dessus de l'eau, trempa ses mains dans la rivière. « Fichtre, que c'est froid !» s'écria-t-il. « Il ne ferait pas bon de piquer une tête dans ce bouillon-là. » Laurent ne répondit pas. Depuis un instant, il regardait les 2 rives avec inquiétude. Il avançait ses grosses mains sur ses genoux, en serrant les lèvres. Thérèse,
roide, immobile, la tête un peu renversée, attendait. La barque allait s'engager dans un petit bras, sombre et étroit, s'enfonçant entre deux îles. On entendait, derrière l'une des îles, les chants adoucis d'une équipe de canotiers qui devaient remonter la Seine. Au loin, en amont, la rivière était libre. Alors Laurent se leva et prit Camille à bras-le-corps. Le commis éclata de rire. « Ah non, tu me chatouilles, dit-il. Pas de ces plaisanteries-là. Voyons, fini, tu vas me faire tomber. » Laurent serra plus fort, donna une secousse. Camille se tourna et vit la figure effrayante de son ami, toute convulsionnée. Il ne comprit pas. Une épouvante vague le saisit. Il voulut crier et sentit une main rude qui le serrait à la gorge. Avec l'instinct d'une bête qui se défend, il se dressa sur les genoux, se cramponnant au bord de la barque. Il lutta ainsi pendant quelques secondes. « Thérèse ! Thérèse !» appela-t-il d'une voix étouffée et sifflante. La jeune femme regardait, se tenant les deux mains à un banc du canotier, qui craquait et dansait sur la rivière. Elle ne pouvait fermer les yeux. Une effrayante contraction les tenait grands ouverts, fixés sur le spectacle horrible de la lutte. Elle était rigide, muette. « Thérèse ! Thérèse !» appela de nouveau le malheureux qui râlait. À ce dernier appel, Thérèse éclata en sanglots. Ses nerfs se détendaient. La crise qu'elle redoutait la jeta toute frémissante au fond de la barque. Elle y resta pliée, pâmée, morte. Laurent secouait toujours Camille, en le serrant d'une main à la gorge. Il finit par l'arracher de la barque à l'aide de son autre main. Il le tenait en l'air, ainsi qu'un enfant, au bout de ses bras vigoureux. Comme il penchait la tête, découvrant le cou, sa victime, folle de rage et d'épouvante, se tordit, avança les dents et les enfonça dans ce cou. Et lorsque le meurtrier, retenant un cri de souffrance, lança brusquement le commis à la rivière, les dents de celui-ci lui emportèrent un morceau de chair. Camille tomba en poussant un hurlement. Il revint 2 ou 3 fois sur l'eau, jetant des cris de plus en plus sourds. Laurent ne perdit pas une seconde. Il releva le collet de son paletot pour cacher sa blessure. Puis il saisit entre ses bras Thérèse évanouie, fit chavirer le canot d'un coup de pied et se laissa tomber dans la Seine en tenant sa maîtresse. Il la soutint sur l'eau, appelant au secours d'une voix lamentable. Les canotiers, dont il avait entendu les chants derrière la pointe de l'île, arrivaient à grands coups de rame. Ils comprirent qu'un malheur venait d'avoir lieu. Ils opérèrent le sauvetage de Thérèse, qu'ils couchèrent sur un banc, et de Laurent, qui se mit à se désespérer de la mort de son ami. Il se jeta à l'eau, il chercha Camille dans les endroits où il ne pouvait être. Il revint en pleurant, en se tordant les bras, en s'arrachant les cheveux. Les canotiers tentaient de le calmer, de le consoler. « C'est ma faute !» criait-il. « Je n'aurais pas dû laisser ce pauvre garçon danser et remuer comme il le faisait. À un moment, nous nous sommes trouvés tous les 3 du même côté de la barque, et nous avons chaviré. En tombant, il m'a crié de sauver sa femme. » Il y eut, parmi les canotiers, comme cela arrive toujours, 2 ou 3 jeunes gens qui voulurent avoir été témoins de l'accident. « Nous vous avons bien vu, disait-il. Aussi, que diable, une barque, ce n'est pas aussi solide qu'un parquet. Ah, la pauvre petite femme, elle va avoir un beau réveil. » Ils reprirent leurs rames, ils remorquèrent le canot et conduisirent Thérèse et Laurent au restaurant, où le dîner était prêt. Tout Saint-Ouen sut l'accident en quelques minutes. Les canotiers le racontaient comme des témoins oculaires. Une foule apitoyée stationnait devant le cabaret. Le gargotier et sa femme étaient de bonnes gens qui mirent leur garde-robe au service des naufragés. Lorsque Thérèse sortit de son évanouissement, elle eut une crise de nerfs. Elle éclata en sanglots déchirants. Il fallut la mettre au lit. La nature aidait à la sinistre comédie qui venait de se jouer. Quand la jeune femme fut plus calme, Laurent la confia aux soins des maîtres du restaurant.
Il voulut retourner seul à Paris pour apprendre l'affreuse nouvelle à madame Raquin, avec tous les ménagements possibles. La vérité était qu'il craignait l'exaltation nerveuse de Thérèse. Il préférait lui laisser le temps de réfléchir et d'apprendre son rôle. Ce furent les canotiers qui mangèrent le dîner de Camille.